toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié le live de vendredi. Si vous l'avez loupé, replay toujours disponible sur la chaîne YouTube des rois du Bitcoin. On avait oublié de parler de l'Halving Challenge, je pense que ça peut être intéressant éventuellement de l'aborder ensemble dans cette vidéo du lundi d'actualité. Il y a quelques actus très intéressantes, on va faire une courte vidéo, on commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation qui s'appelle la stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Ça marche aussi bien sur les cryptocurrencies que sur les actions traditionnelles américaines, asiatiques ou européennes. On va parler Bitcoin, mais on va faire très peu de technique parce qu'il se passe strictement rien. Vous connaissez la musique, hein. Si on fait des réintégrations, notamment sur des ranges, faut faire très attention, puisqu'on peut en fait observer des accélérations. Donc actuellement, on a un petit range, à peu près de 5%. Vous voyez ici, haut de range, bas de range, un triangle de contraction qui s'est confirmé. C'est toujours pareil, s'il n'y a pas de résolution ou d'accélération par rapport à des cassures de range, que ce soit à la hausse ou que ce soit à la baisse, à ce moment-là, on peut très bien en fait allonger ces patterns-là, tout simplement au sein des ranges. Donc si je le tire de cette façon-là, et si je tire mon petit triangle de cette façon-là, vous vous dites, voilà, il y a toujours un triangle, toujours pas résolu, que ce soit au nord ou que ce soit au sud, et on pourrait très bien aller visiter le haut du range, voir aller chercher une petite poche de liquidité sur une trendline haussière ici, donc des prises de profit pour des acheteurs, ici en levier d'achat, complètement logique, entre les 53 000 et les 54 000 $ à peu près. Et si jamais on vient à breaker complètement par le nord, finalement, cette trendline haussière ici, qui nous donnerait cette pattern de triangle ascendant, à ce moment-là, on pourrait faire des accélérations, transformer ceci en BART, et c'est personnellement ce que je joue. Hein, on l'avait vu ensemble lors du live, avec un énorme mur acheteur, notamment du côté de Bitfinex, l'échangeur des Whales, l'échangeur de la Smart Money, donc je ne sais plus où est-ce que c'était, voilà, j'étais juste ici. Ils sont toujours là, les ordres qui sont positionnés, donc ne prenez pas contrepartie de ces vendeurs à découvert qui pourraient se positionner ici dans des poches de liquidité complètement logiques, mais si vous voulez le jouer, jouez plutôt ici les shorts. En tout cas, c'est personnellement ce que j'ai fait précédemment. Et honnêtement, quand on a tenté une accélération juste ici, ça a très fortement été repoussé et on s'est retrouvé rapidement en bas de range. Donc je me porte jamais contrepartie de ces amas d'ordre, moi, qui sont positionnés dans les gradeurs, que ça peut être considéré comme du spoofing, comme du watch trading ou comme tout ce que vous voulez, comme pour faire peur. Moi, ça marche personnellement. Donc comme ça marche, je le joue personnellement. Et ça peut être un excellent play si on venait à faire une mèche d'accélération, notamment toujours par rapport à la pression acheteuse vis-à-vis de ZTO Content, pour pouvoir éventuellement positionner de la contre-tendance ici. Bien sûr, c'est 0,3, 0,4, 0,5, 1% grand maximum par idée de trade dans cette contre-tendance qui est généralement considérée comme le trading le plus difficile. Voilà. Pas plus de choses à dire de ce côté-là. On attendra tout simplement maintenant encore du temps et toujours du temps. C'est pour ça que nos patterns en fait s'étendent tout simplement dans le temps. Si on part ici en weekly, vous avez potentiellement, et je dis bien potentiellement, une Evening Star pattern de retournement qui pourrait être confirmée si on venait à clôturer la semaine en dessous des 50 449 $. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à considérer puisque généralement, ça fonctionne plutôt pas mal, ces patterns-là. Donc vous avez une bougie ici d'indécision, ce qu'on peut aussi appeler une bougie de contrôle. Vous avez donc ce range qui est parfaitement délimité entre les 50 430 $ et ici les 53 000 $, on va arrondir. Pile, si on vient s'échouer au-dessus et clôturer au-dessus, rien ne se passe, on invalide les patterns. D'ailleurs, cette pattern est plutôt haussière ici. Donc on continue nos patterns et on grind le range avec notre trendline haussière. Et c'est parfaitement ce qu'on attend. Et c'est d'ailleurs le plus probable pour information. Si par contre on venait éventuellement s'échouer en dessous des 50 449 $, on peut dire 50 500 $ avec une clôture en weekly, donc fin de semaine, à ce moment-là, ce serait plutôt baissier et on pourrait aller chercher des objectifs beaucoup plus bas. Premier objectif, cette trendline haussière également sur les 47 000, 48 000 $ à peu près. On a d'ailleurs ces déséquilibres de marché qui seront un peu plus hauts, voire beaucoup plus bas, avec des objectifs d'AMS sur les 32 000 $ si on venait éventuellement à avoir des news catalysantes pas très positives qui viendraient éventuellement chahuter un petit peu ce marché. Donc j'ai toujours ma tagate des 42 000 $, ça y vient, je n'ai pas encore été invalidé, donc tant que je ne suis pas invalidé, je le joue bien évidemment, et ce sera donc considéré pour moi comme une opportunité. Par contre, je n'ai pas tout vendu pour acheter plus bas, je ne shorte pas l'intégralité de mon capital d'investissement, voire plus pour gagner de l'argent et pour racheter plus de tokens plus bas, pas du tout, je prends des plays tout simplement, et je me laisse tout simplement porter par le marché, et mieux encore, j'attends que celui-ci vienne à moi. Côté Ethereum,
On reprend un petit peu de dominance sur Ethereum, donc c'est très catalysé par rapport à l'approbation possible en mai prochain des ETF au comptant Ethereum. Donc on vient à continuer à casser et à grappiller au niveau de cette trendline haussière. Le prochain objectif se trouve aux alentours des 3300 $. Ça fait très longtemps qu'on avait cet objectif-là au-dessus, enfin très proche des 618 de tout le précédent mouvement, les 3300 $. Et je pensais qu'on serait allé un peu plus vite. Alors c'est intéressant d'ailleurs de l'observer, puisque finalement on n'a aucune capacité rationnelle de pouvoir timer ce marché. Et il est vrai que si on voulait jouer les ETF au comptant, bah, ce serait peut-être intéressant de jouer aussi du côté d'Ethereum, parce qu'on prenait bien que c'était le prochain narratif. Et si on prend en fait par rapport à l'approbation des ETF au comptant Bitcoin, ici aux alentours du 10 janvier, 15 janvier, bon bah grosso modo on était à peu près à 2200 $. Bon bah je prends 2200 $ et je vais chercher plus 40%. Si on prend exactement la même chose sur Bitcoin, juste ici, on était aux alentours du 10 janvier, juste là. Et vous comprenez bien, on prend à peu près la moyenne de ce range, et on a plus 20%. Donc si on devait prendre la dominance, et je sais qu'il y a beaucoup de membres qui l'ont pris, alors pas forcément par rapport à mes dires, mais surtout par rapport au consensus où tout le monde voyait à peu près la même chose, et c'est important que tout le monde voit la même chose, parce qu'il faut créer ces consensus pour avoir des ajouts de liquidité et prendre des profits lorsqu'ils se présentent si vous souhaitez les prendre, mais vous avez bien vu ici que Bitcoin a fait plus 20%, alors que Ethereum a fait plus de 40%, donc a repris un petit peu de dominance, et bravo pour celles et ceux qui ont pris les arbitrages entre Bitcoin et Ethereum. Prenez bien vos profits, regardez bien au niveau de vos objectifs de prix par rapport à un arbitrage quand vous collatéralisez Bitcoin vs Ethereum ou Ethereum contre Bitcoin. C'est important de le faire puisque généralement, ce sont des plays de trade, bien évidemment, qui sont catalysés et canalisés par rapport à des news et des informations que nous avons au fil de l'eau. Donc, x2, j'ai envie de dire, par rapport à la dominance de Bitcoin. Quand Bitcoin a pris 1% de points, enfin 1% d'augmentation, Ethereum, lui, en a pris 2. Donc il continue à grinder et continue à augmenter de ce côté-là. Je suis assez content de l'observer. Et on commence d'ailleurs, comme Bitcoin, j'ai envie de vous dire, et on va le regarder juste après par rapport à notre grande trendline, si on venait à clôturer, là on arrive sur un gros bloc ici, donc c'est un bloc très psychologique par rapport à ces parts RNJC ou à ces biseaux descendants, on peut très bien, alors pour les plus pessimistes d'entre nous, se retrouver aux alentours des moins 400 $ sur Ethereum, donc bien évidemment, vous comprenez que ça risque d'être un petit peu difficile, mais c'est plutôt aussi ici, et si on a une clôture, encore une fois, en mensuel, voire en trimestriel, ce sera donc pour fin mars, mais déjà commençant pour celle-ci, pour quelques jours, on est à J-4, J-5 ici de la clôture mensuelle. À ce moment-là, on pourrait éventuellement avoir ce qu'on appelle des accélérations assez franches et on passerait d'un état de range qui dure depuis plus de 2 ans et demi maintenant à un état de tendance. Et généralement, vous capez sur des ratios de 1 pour 1. Alors je vais vous le donner, je vous en donne un juste comme ça sur un ratio de 1 pour 1 avec des targets de AB par exemple égale CD. Donc AB égale CD. Si on vient à résoudre ce range par le haut, Ethereum pourrait très bien se télescoper, mais littéralement se télescoper aux alentours des 600, des 6000 $, tout simplement. Donc c'est un peu intéressant de l'observer, mais actuellement on l'a pas, on est plutôt sur un petit bloc ici, plutôt une résistance physique, statique, puisque ce sont des ranges, les résistances dynamiques ou les supports dynamiques sont plutôt considérés comme des moyennes mobiles. On peut aussi utiliser Ishimoku Koyo, des choses qui mouvent dans le temps, bien évidemment, qui bougent dans le temps. Et je suis très heureux de l'observer et c'est plutôt très positif pour Ethereum. Même si on n'est pas encore sorti d'affaires, et on a juste ici une émotion. Et cette émotion, j'avais envie de vous la partager. On continue avec une petite... d'ailleurs, la même chose. Ici, on peut se remettre en mensuel sans pour autant parler d'Ishimoku Kinkuyo. On en parle beaucoup. On va en parler un petit peu moins aujourd'hui ici sur la chaîne des rois. Juste là. Vous avez toujours ce magnifique... cette trompette, ce biseau d'élargissement. Et si on venait à clôturer une magnifique bougie au-dessus de ce range, au-dessus de ce canal descendant, honnêtement, ce serait extrêmement bullish. Et on voit bien qu'on est sur un énorme bloc dans une zone de rechargement de vente long terme ici, moyen terme, long terme. Donc entre les 618 et les 586. Donc je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir de la volatilité dite de court terme à l'achat comme à la hausse, mais on voit bien qu'il y a des phases d'aspiration qui sont en train de se mettre en place et qui sont vérifiées par rapport à ces murs d'ordre vendeurs, notamment qui se trouvent sur Bitfinex. Et il y a ici de l'intérêt. Et ça, on le voit très bien par rapport aux open interest, mais de l'intérêt aussi au niveau du supply. Donc, ça veut dire qu'il y a un changement de main ici. Et ces changements de main, quand ce sont des gros portefeuilles qui le livrent doucement mais sûrement à des plus petits portefeuilles, puisqu'ils ne peuvent pas, eux, techniquement et mécaniquement, alimenter avec des énormes quantités d'ordre à la vente. Généralement, ce sont plutôt les mineurs qui font ça. Mais généralement, on le vend doucement mais sûrement sur des objectifs de prix pour ne pas alimenter ou déséquilibrer les carnets d'ordre et l'offre et la demande. C'est exactement ce qu'on observe au niveau des bougies, voilà, tout simplement. Donc une forme de latéralisation extrêmement saine, enfin c'est même très physique en réalité,
pas forcément Fibonacci, mais très physique. Et on voit très bien qu'ici, il y a une forme de consensus entre les acheteurs et les vendeurs. Et un changement de main qui est en train de s'opérer depuis quelques jours ici. C'est généralement ce qui se passe dans des ranges. La question à savoir, c'est est-ce que ce sont les vendeurs qui vont gagner, ici peut-être pour des premières corrections, des corrections peut-être un tout petit peu plus franches, ou est-ce que ce sont les acheteurs? Si vous suivez les probabilités, ce serait potentiellement les acheteurs qui devraient gagner, puisqu'on est dans des magnifiques flux acheteurs et il faut les suivre, ces flux acheteurs. On fait un tout petit peu l'order flow, ça va être extrêmement rapide. Les top traders toujours un petit peu en retrait ici, ça latéralise quand même pas mal, les open interest toujours très haut. Je vous avais dit d'ailleurs la semaine dernière que j'attendais par rapport à l'expiration vis-à-vis de ce strike price sur les 50 000 $ du côté de Deribit et du côté de Bybit, si est-ce que Binance n'était pas en train de vouloir jouer la montre pour essayer d'exécuter des grandes quantités d'ordres par rapport aux options qui potentiellement avaient pris sur des échangeurs concurrents ou à travers d'autres succursales ou autres sociétés qu'ils détiennent, notamment des traders qui sont aujourd'hui salariés de Binance. Et ça ne s'est pas vérifié. Finalement, le CVD spot continue en fait à être maintenu du côté de Binance. Ici, vous avez juste l'agrégation du CVD spot de Binance. Donc ça continue à grind. Binance a une force acheteuse et qui soutient en réalité cette pression acheteuse vis-à-vis des ETF au comptant. C'est super de l'observer et tant que ça continue à être haussier, c'est haussier ma foi. Donc peut-être que je m'étais pas forcément planté, mais j'avais donné une idée, une réflexion et finalement qui ne s'est pas vérifiée. Donc, alors, encore une fois, on ne taille mal le marché. Si on voit ce truc-là commencer à descendre, on pourra dire « Ah, c'est Binance qui est en train de nous faire un raz-de-marée de vente, il nous a bien eu, il va aller chercher toutes nos liquidités de longue, etc. Manipulation de marché, on va crier au scandale. » Oui, comme tous les 3 mois, en fait, on criera en scandale et on continuera à crier en scandale pendant encore, je pense, de très nombreuses années. Bon, ok, pas plus de choses à dire. Du côté, au niveau des clusters de liquidités et des mouvances au niveau des wilds et des baleineaux, on voit qu'il y a une forte dégradation au niveau des violets. Généralement, ça se ressent dans le cours. Et quand vous observez ce type de choses avec un éclatement, une hyperatomisation par rapport au flow et à l'order flow, généralement, c'est synonyme de volatilité. Alors voilà, donc généralement on va taper dans les deux sens, et ce qui serait un bon play, ce serait éventuellement de commencer à taper au nord pour aller chercher cette prise de liquidité, permettre aux grosses whales de Bitfinex de pouvoir passer d'énormes quantités d'ordres de vente à découvert sur ce marché, puis accélérer par rapport au supply prédominant et une offre prépondérante par rapport à la demande, pour aller voir ces premières corrections, et généralement on aura 2 grosses corrections vendeuses, puisque généralement la première on la voit pas, donc je vous le montre comme suit, pourquoi en fait on a toujours 2 flux vendeurs, et qui se reflète beaucoup d'ailleurs au niveau d'Ichimoku Kinkoyo. On va le voir ensemble, ça va peut-être vous parler. En tout cas, vous le verrez peut-être différemment. Donc, je pars du principe que ma petite 5, pour moi, elle n'est pas encore complètement confirmée parce que je n'ai pas ma divergence en fait avec un prix plus haut, avec une divergence baissière, sauf si on venait en fait à s'échouer sous les 38 000 $. Donc, pour l'instant, les invalidations, elles sont relativement basses si on prend pas Ichimoku Kinkoyo, les vagues d'Elliott, pardon, j'ai dit une bêtise. Donc, ici, on pourrait très bien aller chercher hop, la petite poche de liquidité, valider ma 5, donc ici vous comprenez bien qu'on aurait une divergence avec mon trait récit, pour derrière structurer une magnifique structure en M-top, toujours dans le range, bas de range, sur M-top déjà confirmé, avec potentiellement une accélération baissière par rapport à mon récit, donc une accélération baissière par rapport au prix. Actuellement, nous n'y sommes pas. Et on aura donc 2 flux baissiers. Pourquoi 2 flux baissiers? D'abord, on s'en prend un gros dans la tronche et tout le monde est surpris. On va chercher, je vais dire une bêtise, 2 milliards de dollars de liquidation d'acheteurs qui se sont fait liquider en l'espace de 12 minutes et 42 secondes. Derrière, en fait, on rachète le dip, puisque c'est très humain de racheter le dip, et c'est même algorithmique. Et puis derrière, les gros portefeuilles, les professionnels, la smart money, eux se positionnent ce qu'on appelle généralement les 3e bornes de range, donc juste ici, dans une zone de rechargement de vente logique très court terme, avec des Fibonacci qu'on peut tracer ensemble, c'est très fréquent de l'observer, donc ça tombe pile là-dedans, et puis derrière, on a le fameux 2e flux, gros flux baissier, ça peut prendre plusieurs jours d'ailleurs, pour aller nous structurer ce qu'on appelle des flats, par exemple une A, B, C, pour faire une 2, et après on ira chercher une grosse 3, puisque ici les vendeurs se seront positionnés, beaucoup de liquidités vendeuses, parce qu'on ne le fera que le constater, pour pouvoir tout simplement les déborder et lancer une magnifique petite 3 dans une grande 1 qui éventuellement sera 2 flux baissiers dans les prochains mois, etc. Vous avez compris un petit peu l'histoire. C'est pour ça qu'on a généralement 2 flux baissiers et non pas 1, tout simplement. Bon. D'ailleurs ici on aurait pu l'avoir, mais on a été débordé, tout simplement. Ça ne marche pas à chaque fois, bien évidemment. Donc généralement on prend quoi nous? On prend les 2e flux. On prend généralement la première correction, on la constate, éventuellement on TP, et derrière on achète le 2e. Tout simplement. Et moi, j'achèterais personnellement ce 2e. Même si on observe actuellement sur beaucoup de nos cryptoactifs préférés qu'il y a pas mal de volatilité plutôt haussière avec des plus 25%. D'ailleurs, on a observé ce week-end plus 25 voire 50% sur Uniswap. Ça fait longtemps qu'on en parle de cette crypto-là et elle reste et elle fait partie des top
DeFi, des crypto-actifs sur ce prochain bull run. En tout cas, personnellement, je le joue, je l'ai joué et je continue à le jouer. J'irai chercher maintenant des extensions puisque les 110% ont été réalisés. Je fais quelques petites news, j'avais vraiment envie de vous en parler. Et j'aimerais parler de ce fameux Halving Challenge et remettre les choses un petit peu en perspective. Première chose, on va regarder un peu le Fear and Greed, le sentiment. Donc 72, ça a encore baissé, on est passé à 75, puis 76 et on a baissé jusqu'à 72. Bon, est-ce que ça veut dire que ça y est, on est debout sur la table à acheter à levier pour essayer éventuellement d'aller chercher les 200 000 $? La réponse est non. Pour l'instant, c'est plutôt un jeu de wilds ici, donc on est un petit peu malmené, surtout émotionnellement ou psychologiquement. Donc la meilleure chose à faire, je le répète, jamais assez souvent, la meilleure chose à faire souvent dans ces situations de marché, c'est strictement de rien faire et d'en décortiquer des opportunités. Si ça baisse, je rachète, je renforce. Si ça monte, et ben éventuellement je TP et j'attendrai tout simplement des corrections pour swing ce prix-là. Ici, je ne vous avais pas montré par rapport à Synapse, ça fait longtemps qu'on n'était pas parti faire un tour, j'aime beaucoup cette chaîne, je l'écoute quand je fais du sport et généralement en podcast et on est tombé là-dessus. Donc ça c'est le PFR, c'est si vous voulez les données qu'on peut avoir par rapport au flux de capitaux et au mouvement de capitaux. C'est très important de suivre où est l'argent et où va l'argent. Et en fait, on s'aperçoit que depuis le début de l'année, en fait, la prépondérance de flux financiers est allée dans le monétaire. Bon, ça veut dire quoi si ça va dans le monétaire? Ça veut dire que le marché est, depuis le début de l'année, en attente. Il est spectateur, en vue d'installer une tendance. Donc, la bonne nouvelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, 1, il y a beaucoup de sous-sous sur le côté, et 2, on ne sait pas trop où est-ce qu'il va aller. Donc on voit qu'il il est reparti de façon très positive dans les actions. Il est également plus dans les obligations que les actions, parce que les taux de rendement sont très intéressants sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans, sur 20 ans, etc. Et on voit qu'il sort un petit peu des matières premières. Ce qui devrait nous mettre la puce à l'oreille, parce que si ça sort des matières premières, ça veut dire que peut-être le consensus par rapport à ces données d'analyse pourrait dire que on sera probablement dans une stagflation, voire une récession, parce que les matières premières, on en aura peut-être moins besoin. Donc on ne va pas suralimenter les matières premières si on voit éventuellement le monde continuer un petit peu à se dégrader. C'est un petit peu ce qu'on voit d'ailleurs du côté asiatique par rapport à une forme de déflation qui serait dramatique, d'ailleurs pour l'usine du monde. Bon, il y a des mouvements qui sont extrêmement forts du côté du gouvernement par rapport à des réponses à des actions extrêmement puissantes, notamment sur de l'ajout monétaire et de l'impression monétaire. C'est une bonne chose, c'est comme ça que ça fonctionne d'ailleurs, de façon simple et basique au niveau de l'économie. Quand vous avez une décroissance ou une déflation, on va vous ajouter de la liquidité. Quand vous avez une forte croissance, vous fermez le robinet. Là en Chine, on ouvre le robinet. Et ça ne suffit pas, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe avec un petit graphique extrêmement simple, pour pouvoir redonner confiance aux investisseurs, aux spéculateurs, de se rediriger vers les matières premières. Donc ça stagne un petit peu de ce côté-là. Mais beaucoup d'argent sur le côté. Et on croise les doigts, peut-être qu'il y en a une partie qui iront dans les crypto-monnaies, dans les cryptocurrencies, et pourquoi pas dans les technologies blockchain, et dans l'IA, bien évidemment. C'est plutôt intéressant de l'observer. Donc ne pensons pas qu'il n'y a pas d'argent. Ça, c'est une très mauvaise représentation psychologique des flux de capitaux. Il y a beaucoup d'argent, et cet argent, on s'aperçoit que depuis le début de l'année, il va plutôt s'alimenter, mais sur le côté du marché. Et à un moment donné, il sera réinvesti, bien évidemment. Il sera investi dans le temps, car le temps, c'est aussi la confiance. Bitcoin Halving Challenge investi 21 $ de BTC au jour de l'halving. Donc ça commence à prendre un petit peu de... Ça a commencé sur Reddit, comme beaucoup de choses commencent sur Reddit, notamment du côté US. Et c'est un challenge plutôt mignon, et je trouvais ça intéressant, mais on va remettre les choses, bien évidemment, en perspective. Ça correspondrait quoi? Finalement, 21 € de Bitcoin, acheté même par des nouvelles personnes, si vous voulez, si on devait juste tapoter les flux d'entrée de capitaux, même s'il y a eu beaucoup d'OTC et des partenariats avec les mineurs, etc., les Texans et tout ce que vous voulez, par rapport aux 5 milliards de dollars d'inflows qui sont rentrés depuis le 10 janvier dans les ETF au comptant Bitcoin. C'est pas compliqué, vous divisez 5 milliards de dollars, ça c'est l'inflow qu'on a eu directement sur le marché, divisé par 21 $, et ça vous fait 240 millions de spéculateurs potentiels. En somme, on explique que si on devait avoir un impact similaire en termes de création de wallet et en termes de création de richesse, pas de valeur, mais réellement de richesse. Donc un décalage de prix, si vous voulez, par rapport à un nombre prépondérant de spéculateurs sur ce marché, il en faudrait 240 millions pour avoir le même impact que les ETF au comptant Bitcoin du 10 janvier. Donc 21 $, ça va pas faire grand-chose, même si c'est sympa, ça fait sourire, et je trouve ça très mignon, et honnêtement, je le ferai, juste pour le petit clin d'œil, si on y pense, bien évidemment. Donc on achètera 21 $ de Bitcoin, et on le tweetera, et ça peut être marrant, mais bien évidemment qu'il n'y aura quasiment aucun impact. Et s'il y a un impact, il sera surjoué, il sera généralement joué juste avant. Par contre, si on est 240 millions à mettre 21 000 $ en Bitcoin,
Là, croyez-le ou non, mais il y aura un vrai décalage de prix. Donc c'était déjà arrivé d'ailleurs, parce que ça m'a fait naturellement penser avec Reddit et ses challenges, etc. par rapport à la ferme GameStop. Je vous le dis franchement, GameStop, c'est quelque chose qui m'a profondément troublé, qui m'a profondément fait réfléchir, qui m'a fait repenser d'ailleurs des analyses que je pouvais faire fondamentales au niveau des technologies, des ruptures technologiques blockchain. C'est clairement, en fait, il y a eu de cette histoire-là, il y a eu clairement un avant et un après de ce pouvoir des communautés qui s'inscrit parfaitement dans cette logique au niveau des crypto-monnaies, des communautés autour des projets gamifiés ou des projets social fi, décentralisation, etc. en passant, bien évidemment, et en commençant par Bitcoin. Il faut comprendre que c'était pas 1000 milliards de dollars de capitalisation, en fait, GameStop. C'était infiniment moins que ça. Hein, on parlait ici de 6 milliards de dollars de vendeurs à découvert qui se sont fait déboussoler, j'ai envie de dire, en commençant par Citron et en commençant par Citadel ou en commençant par beaucoup de grands spéculateurs et notamment vendeurs à découvert qui sont connus pour cela, qui ont tout simplement été obligés de racheter leurs actions et enfin leur vente à découvert. Et quand vous rachetez votre vente à découvert et qu'il n'y a pas de contrepartie en face, parce qu'il n'y a plus de vendeurs, eh ben, il y a des décalages de prix qui sont extrêmement puissants, et c'est clairement ce qui a été observé. Et l'histoire, c'était juste que ils voulaient attaquer, et ils continuent à attaquer, c'était quand même l'action la plus shortée au monde, GameStop, et ils ont attaqué tout simplement le cœur des gamers d'antan, avec Micromania. Hein. C'est Micromania, GameStop, c'est exactement la même chose aux États-Unis, ça s'appelle Micromania, en France et en Europe. Voilà. Donc, ça m'a fait un petit peu sourire. Il y a quand même un avant et un après, comme quoi les communautés pouvaient être extrêmement fortes pour pouvoir éventuellement avoir un impact non significatif et non négligeable sur la finance, en tout cas plutôt traditionnelle. On continue avec une autre information. C'est ceci, puisque si on parle d'une action la plus shortée aujourd'hui en France, vendue à découvert à Paris, c'est Atos avec 15,80%, c'est quand même pas rien, 15% du supply au flottant, est aujourd'hui shorté à découvert, ça correspond à 17 595 000 actions, position vendeur 41 millions de dollars, donc grosso modo on pourrait éventuellement avoir du short squeeze, tout simplement qui pourrait s'initier directement sur Atos. Donc si on devait en jouer une, un petit peu à l'instar de GameStop ou à l'instar de Micromania, ce serait potentiellement Atos. Et c'est difficile parce qu'ils sont vraiment dans l'œil du cyclone et on attendra pour celles et ceux qui sont positionnés. Moi, personnellement, j'y étais et j'y suis toujours, mais j'arrête clairement d'investir tant que je n'ai pas plus de visibilité, notamment par rapport à des éventuelles augmentations de capitaux successifs. Actuellement, il y en a eu un. Un, c'est acceptable. Deux, c'est inacceptable, bien évidemment. Et il faut savoir qu'en termes de valeur, et non pas ici en termes de volume d'actions flottant, l'action la plus shortée au monde, et encore aujourd'hui, là c'était un article de 2022, mais ça n'a pas beaucoup changé, c'est Apple, qui est plus vendu à découvert que Tesla. Ça correspond à quoi? Ça correspond à plusieurs milliards de dollars de ventes à découvert sur Apple, mais que 0,70% du supply. Voilà, donc Atos c'est 15%, je crois que c'était près de 50% pour GameStop à l'époque en 2021, en janvier 2021, et là on parle de 0,70 pour Apple, mais en termes de valeur, c'est 18 ou 17 milliards de dollars pour Tesla, de vente à découvert, évidemment. Je continue avec ça, puisque ça se maintient, on a les derniers chiffres ici vis-à-vis de ZF au compte en Bitcoin, on va le regarder tous les jours, donc plus de 150 millions de dollars, plus de 132 millions de dollars. Ça continue à plutôt bien se passer. Donc il faut juste comprendre ici, c'est que s'ils achètent au marché et que vous voyez en fait le prix de Bitcoin ranger, c'est pas compliqué, c'est de la distribution, il faut juste l'accepter, c'est pas péjoratif, c'est pas méchant, mais si vous voyez en fait une prépondérance de près de 250 millions de dollars au marché, parce que j'imagine que on est nettement au-dessus des attentes actuellement et du consensus qui avait été je pense, calculé initialement par cette smart money vis-à-vis des ETF au comptant. Donc, pour moi, il faut bien acheter les bitcoins quelque part. Je pense que maintenant, ils les achètent de façon prépondérante sur les marchés, notamment en passant par Coinbase, d'ailleurs, qui ont fait des très bons résultats. Et partez du principe que si vous voyez ce prix ranger depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, s'il n'y a pas de décalage de prix, c'est qu'à un moment donné, il y a de la contrepartie en face, et la contrepartie, c'est de la contrepartie vendeuse, tout simplement. On continue avec ça. Et je finirai là-dessus. Voilà. Moins de 25 minutes la vidéo, sur une vidéo d'actualité qui remet un petit peu les choses en perspective. Je prends toujours plaisir et de pas forcément prédire, mais constater ce type d'événement, puisque ce sont des choses qu'on répète et qu'on voit depuis plusieurs mois maintenant, tandis que les grandes actions font la fête comme s'il s'agissait d'un nouveau marché aussi. Les petites actions sont complètement écrasées. On regarde ici le Russell 2000, un indice qui suit les actions de petite capitalisation du côté US, avec une baisse de 27% par rapport à son précédent sommet. C'est pas très joli l'histoire. Pendant ce temps-là, le S&P 500 est officiellement en hausse de plus de 120% depuis son plus bas de 2020. Les petites entreprises souffrent tandis que les grandes entreprises grossissent. Actuellement, 10% des actions les plus importantes représentent désormais 75% de l'ensemble du marché US. Vous prenez 10%
des actions, 75% de la capitalisation US. Il s'agit de loin du marché boursier le plus concentré depuis la Grande Dépression de 1931. On est bien d'accord que ce top 10, comme Nvidia, qui a d'ailleurs qui galope de façon complètement délirante et qui vient d'aspirer en l'espace d'une journée par rapport aux résultats, c'était vendredi, je ne sais plus si c'était pré-ouverture ou post-close par rapport à la fermeture, je ne sais pas, je ne l'ai pas trop suivi, mais on en avait parlé dans le live de vendredi par rapport à Nvidia, avec des magnifiques accélérations et décalage de prix par rapport à des résultats d'entreprise phénoménaux. Je passe de canonissime, mais là on peut parler presque de phénoménaux. Formidable. Mais il y a une hyperconcentration. Et c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu sur des stigmates de la Grande Dépression de 1931 par rapport à cette hyperconcentration de quelques valeurs qui conservaient toute l'attention. Ce qu'on appelle également de nouveaux paradigmes. Et ce qui me fait peur, mais ça fait depuis 2021 en fait que ça nous fait peur, c'est qu'aujourd'hui on le sait, c'est clairement une hyperconcentration de ces indices-là qui fait que si jamais il y a un crack ou si jamais il y a une perte de confiance, ça devrait fortement chuter. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on considère ces valeurs-là, du top 10 du Nasdaq ou du top 10 du S&P 500, comme des valeurs refuges. Ce ne sont pas des valeurs refuges. Clairement pas. Ce sont des valeurs hautement spéculatives, hautement volatiles et hautement dangereuses. Mais ça passe. Ça passe depuis des années et les résultats suivent. Donc il faut continuer à les suivre tout simplement. Maintenant, si je dois faire un petit chassé-croisé par rapport à la crypto, ça nous fait peut-être sourire. Aujourd'hui, il y a plus de 50 000 crypto-actifs disponibles au niveau de nos différents échangeurs décentralisés notamment, ou swappers de la DeFi. Partez du principe que ce n'est pas 10% pour 75%. C'est 10% aujourd'hui des cryptos les plus capitalisés qui aujourd'hui grignotent, vampirisent près de 88% de la capitalisation globale. Donc vous prenez pour les marchés US 10%, 75%. Pour la crypto, aujourd'hui, c'est 10%, enfin 10 entreprises vampirisent 88% du supply. C'est phénoménal. Mais ça va finir, je pense, par se décanter. Et c'est là où on pourrait éventuellement aller chercher les plus beaux coefficients multiplicateurs sur nos cryptoactifs préférés. Ciao, on se retrouve demain dans une prochaine vidéo d'Héros du Bitcoin.